Bonjour à tous et bonne année, un nouveau numéro du 18h à savoir dans lequel on va parler cette semaine d'énergie propre avec nos invités Reynald Sevenot, bonjour. Bonjo-. Vous êtes enseignant-chercheur en physique à l'Université de Nantes et avec vous aujourd'hui Pierre-Yves Chassin qui est lui élève ingénieur à l'École centrale de Nantes. On parlera tout à l'heure d'un projet industriel et de vos recherches, Reynald Sevenot, sur une nouvelle source d'énergie à coût faible et pour le coup renouvelable. On en parlera dans le détail tout à l'heure. D'abord, quelques informations d'actualité. Vous en avez peut-être entendu parler en décembre dernier. De nouvelles espèces ont été découvertes dans ce coin de bocage de Notre-Dame-des-Landes, où on va construire un aéroport. Les nouvelles espèces, vous les voyez sous les yeux. Les naturalistes ont découvert 3 nouvelles espèces de plantes qui bénéficient d'une protection à l'échelle nationale. Alors, il y a la Cyptorpie d'Europe, je vais essayer de tous les citer, la Pulicaire commune et la Sicandinène. Un amphibien que vous avez vu à l'instant, le triton blasus, qui est un hybride entre le triton crété et le triton marbré, et enfin un mammifère, le Crossop aquatique, donc cette petite musaraigne que vous voyez à l'image, et qui était en train de manger un poisson. Voilà, donc 5 nouvelles espèces protégées. 130 ont été recensées sur ce site protégé depuis les années 70 dans le cadre du projet de création de l'aéroport. Si vous avez peur des araignées, comme certains en régie qui se reconnaîtront, mais que vous ne voulez pas aller voir donc ces araignées, mais vous voulez tout savoir sur ces espèces fascinantes, écoutez la radio avec le nouveau numéro du Labo des Savoirs qui leur est entièrement consacré, plus de 150 espèces d'araignées en France, avec des mœurs parfois surprenantes. Donc c'est une émission à découvrir en ligne sur lelabodessavoirs.fr. Une info de nos confrères de Science et Avenir, les robots de Boston Dynamics qui se sont fait recaler par l'armée américaine. Ces robots, vous les voyez à l'écran, ils avaient fait sensation il y a quelques années lors de leur première sortie en public. L'armée américaine voulait les intégrer avec ses troupes spéciales, donc ils ont passé un examen, tout simplement avec les marines, avec les bérets verts. Et figurez-vous qu'ils se sont fait recaler, parce que si effectivement ils sont capables de porter plus de 200 kg sur leur dos, il faut un bruit de tronçonneuse, et donc c'est pas très pratique sur les opérations de reconnaissance notamment. En revanche, ça marche plutôt bien pour le Nantais Guillaume Roland. Son invention plus modeste, mais beaucoup plus pacifique, de réveil olfactif est présentée cette semaine au CES, le plus grand congrès mondial de l'industrie électronique. Il a lieu chaque année à Las Vegas. Le Sensor Wake, c'est le nom de ce réveil olfactif, a déjà raflé plusieurs prix. Notamment le parrainage de Google, il sera commercialisé cette année et vous le voyez, son design a bien évolué depuis sa première version à bricoler dans un garage il y a 2 ans. Voilà, et cette aventure-là, j'imagine que vous y êtes sensibles tous les deux, puisque ça fait écho à ce que vous vivez actuellement. Pierre-Yves Chassin, vous êtes élève ingénieur, vous êtes encore élève à l'école centrale, mais vous êtes déjà engagé dans un projet assez ambitieux de produire de l'énergie avec des vêtements. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors il s'agit donc du projet Lightmove, qui a pour but de produire, donc comme vous l'avez dit, de l'énergie juste avec les mouvements du corps humain. Et ça se ferait via un recharge de batterie grâce à nos mouvements. Donc on pourrait recharger notre batterie seulement en marchant. Alors ça s'appuie sur des travaux qui ont été effectués dans votre laboratoire, Reynald Sevenot. Tout à fait. Vous travaillez sur ce qu'on appelle les couches minces, alors des éléments piézoélectriques. Si vous pouviez nous définir un petit peu. Alors c'est simplement moi je dirais des morceaux de plastique qu'on tord dans tous les sens, qu'on voit à l'image, et qui produisent de l'électricité. C'est quoi ce principe physique ? Alors en fait, c'est pas vraiment le plastique qui produit l'électricité. Le plastique est juste là pour le protéger. Le matériau actif est beaucoup plus fin que ça. C'est tout simplement un film d'aluminium que vous trouvez dans votre cuisine, donc à faible coût d'achat. Et par-dessus, on a effectivement déposé une couche mince de matériaux piézoélectriques. Donc une couche mince, ça a des dimensions centimétriques. Par contre, une épaisseur micrométrique. Un matériau piézoélectrique, c'est quoi exactement ? Donc, la piézoélectricité, c'est les matériaux du fait d'un arrangement bien particulier de leurs atomes. En fait, lorsqu'ils sont soumis à des contraintes, à des déformations, lorsqu'on les plie par exemple, ils vont produire de l'électricité naturellement. Voilà. Donc, un peu comme quand on tord des métaux, ça crée de la chaleur à force, on voilà, le constate. C'est pas le même principe physique, mais voilà. C'est un peu le principe. On crée de l'énergie en tout cas. Voilà. Mais ça existe déjà, la piézoélectricité. Par exemple, si vous prenez vos pèse-personnes, vous avez des pastilles piézoélectriques. Ouais. Donc, lorsqu'on appuie dessus, ça génère des charges, donc un signal électrique. Donc, il peut être interprété comme telle masse est sur la balance. Donc, un signal électrique très faible, mais que vous pouvez transformer et stocker.
cette énergie-là? Vous pouvez Alors nous, on ne travaille pas sur la partie stockage. Donc, moi, je fais de la recherche sur le microgénérateur piézoélectrique. Donc le but, c'est lorsqu'on va le déformer, lorsqu'il sera intégré dans les vêtements du projet Lightmove. Donc voilà, on bouge, on déforme nos vêtements et à l'intérieur, on va déformer nos films minces piézoélectriques. Ils vont produire de l'électricité. Donc après, bien sûr, il faudra stocker cette énergie. Mais enfin, moi, pour l'instant, je ne travaille pas sur cette partie parce que ce n'est pas mon domaine de recherche. Cette manière de créer de l'énergie, on la connaît depuis longtemps, vous l'avez dit, mais la difficulté, c'est peut-être de l'intégrer dans des applications. Est-ce que vous, en travaillant dans ce domaine, vous aviez déjà imaginé des applications possibles? Comment faire bouger ces matériaux? En fait, il y a juste 1 an et demi qu'on pense vraiment à développer ce genre d'application parce qu'on a fait une découverte majeure dans notre laboratoire, c'est qu'on a réussi à mettre en forme des films piézoélectriques, donc ça existait déjà, mais sous forme flexible et avec le meilleur piézoélectrique qui existe au monde. Parce qu'il y a plusieurs matériaux qui sont piézoélectriques, et nous on fabrique le meilleur, celui qui est avec les meilleures propriétés, et on a réussi à le mettre sous forme flexible, et ça il y a peut-être 3-4 labos dans le monde qui arrivent à le faire. Et en plus, nous, avec notre méthode de fabrication, c'est celle qui coûte largement le moins cher, puisqu'on a réussi à développer un procédé de fabrication uniquement par voie chimique, donc il va être très facilement transférable à l'industrie. Donc si un industriel nous dit, voilà, si je veux fabriquer ça en très grande quantité, il n'y aura aucun problème. C'est l'enjeu. Voilà. Et en plus, avec des matériaux qui coûtent vraiment pas cher. Alors l'idée, c'est de bouger ce matériau flexible, donc de le bouger très souvent. Donc on parle de durabilité, j'imagine aussi. Oui. Vous travaillez aussi là-dessus, sur la résistance de ces matériaux. Alors, on devra s'y attacher à un moment donné. Nous, pour l'instant, dans notre projet de recherche, on essaie d'augmenter la puissance électrique de sortie pour une même contrainte. On travaille là-dessus. Une fois qu'on aura des puissances suffisantes pour des applications concrètes, alors bien sûr, on va nous demander, mais voilà, votre matériau, combien de temps il est capable de durer. Juste pour se faire une idée, ce qu'on voit là à l'image, quand vous le bougez, ça produit quelle énergie, quelle électricité, est-ce qu'on pourrait faire une comparaison? Je ne sais pas, ça permet d'alimenter quoi, ça, par exemple? Nous, on les appelle nos microgénérateurs. Pourquoi micro? Parce que déjà, il y a une dimension qui est micrométrique, et en plus, ça développe des micropuissances. Il ne faut pas croire qu'on va remplacer l'énergie solaire ou bien même des grandes éoliennes. Mais le but, c'est qu'un matériau vraiment de dimension très faible, d'épaisseur micrométrique, va produire des microwatts. Et puis, sauf que, voilà, un brin va produire, on espère, peut-être 50 microwatts au bout d'1 an, 2 ans. On espère arriver à ces puissances-là. Par contre, on va le mettre en série avec d'autres de ses amis. Et voilà, sur 1 mètre carré, on peut en placer 10 000. Et voilà, si on multiplie 1 microwatt par 10 000, on arrive dans la gamme des milliwatts. Et avec ce genre de puissance, on peut alimenter des choses. Pour alimenter une ampoule LED classique, par exemple, il faudrait... Ah non, là, on n'est pas encore dans ces puissances. Loin. Mais en même temps, l'énergie des piézoélectriques, c'est l'électricité alternative. Voilà, donc on ne peut pas l'utiliser directement. C'est comme l'électricité qui arrive par chez vous. Ça coûte moins cher de la transporter de manière alternative parce qu'il y a beaucoup moins de perte d'énergie. Par contre, après, il faut transformer ça en énergie continue. Voilà, donc nous, on sera obligé de la stocker, on ne peut pas l'utiliser directement. Imaginez que voilà, on plie notre plastique ou notre vêtement, la lampe, elle s'allume, elle s'éteint. Elle s'allume, elle s'éteint. Je veux dire, en application, c'est pas viable. Par contre, une fois qu'on l'a stocké et qu'on en a stocké suffisamment, on peut l'utiliser pour allumer des LED, comme vous dites, ou bien recharger un téléphone ou toute application qui a besoin d'électricité. Dans votre labo, vous travaillez notamment sur les applications industrielles de vos découvertes. Et j'imagine quand vous voyez les étudiants arriver chez vous et vous dire on veut en faire un produit et le commercialiser, ça tilte forcément. Comment ça s'est passé la rencontre avec Pierre-Yves Chassaing et ses collègues étudiants? C'est en fait donc Charlotte Remy qui fait partie de ce projet. Qui est étudiante en physique. C'était une de mes étudiantes que j'avais en cours en fait, et à qui j'ai présenté mes travaux de recherche, chose que je fais régulièrement pour intéresser les étudiants justement. Voilà, on vous parle de ça en cours, mais vous savez, il y a des applications dans le laboratoire de recherche, on travaille vraiment dessus. Et donc on a décidé de le rencontrer pour voir comment on pouvait travailler ensemble. Vous avez eu tout de suite l'idée d'intégrer ces éléments dans du textile? Alors non, on en a un peu parlé avant d'arriver à cette conclusion, mais dès le départ, on voulait vraiment pouvoir recharger une batterie juste en bougeant. Et c'est vrai qu'en discutant des découvertes de M. Sévenot, on en est venu à créer ce produit de tissu intelligent.
Alors, vous n'êtes pas chercheur, vous êtes ingénieur. Il y a une petite différence, c'est que vous essayez de fabriquer, de trouver le moyen de fabriquer des produits, les rendre commercialisables notamment, ou les rendre industrialisables, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais comment vous sentez en tant qu'élève ingénieur, même si vous êtes qu'élève pour l'instant, le chemin, comment vous mesurez le chemin qu'il faut pour arriver à un produit fabricable en chaîne, industriel? Il faut un peu de temps quand même. Ça se compte en année? Oui, en année, parce qu'il faut quand même regarder les machines, il faut faire toute une étude de fabrication. Et ça, on nous l'apprend dans notre cursus, mais il y a vraiment que l'expérience qui peut nous l'apprendre. Cette question, elle a dû vous être posée par d'autres, mais c'est pas un peu tôt. Vous êtes au tout début de vos études d'ingénieur pour vous lancer dans un projet aussi ambitieux, aussi gigantesque, ou c'est maintenant justement qu'il faut le faire? Je pense que c'est jamais trop tôt pour avoir des projets. Si on a une bonne idée, on peut très bien l'amener au bout, qu'on ait 16, 20, 50 ans. Je pense que si l'idée est bonne, on peut aller loin. Cette idée, vous l'avez proposée, donc on la voit à l'image, hein. C'est ce qu'on appelle le pitch, hein, pour essayer de bien faire comprendre votre idée. C'est que là, alors, par exemple, on part le matin, on n'a pas rechargé son portable, mais on est en retard à son rendez-vous, donc il faut absolument y aller. Donc, c'est assez marrant, voilà, on a une rallonge électrique qui évidemment ne va pas jusqu'à votre lieu de rendez-vous. Et donc la solution que vous proposez, c'est de recharger vos petits appareils avec des mouvements. C'est ça. Cette idée, elle a séduit qui en premier lieu? Des fabricants de textiles? Est-ce que vous leur avez proposé? Alors pour l'instant, on n'a pas proposé aux fabricants de textiles. Par contre, on en a parlé à l'armée. Qui était très intéressé, et j'ai même eu un contact dans l'industrie qui lui est venu me voir pour me dire nous ça peut nous intéresser parce que maintenant on utilise de plus en plus des outils électriques, et si les personnes sur les chaînes de montage pouvaient recharger les batteries des outils juste en bougeant, ça serait parfait. Et alors, vous avez donc obtenu un prix, le deuxième prix Pépite, je crois, d'un concours organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À cette occasion, vous avez rencontré aussi, j'imagine, peut-être des deux futurs partenaires financiers, parce que c'est aussi une question d'argent, le développement de ce genre de projet. Comment ça se passe, le financement de ce genre de projet? Alors, pour notre part, on essaye de parler à des gens, de développer notre projet, un peu à des business angels, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt quand même pour aller les voir et leur dire, voilà, notre produit, c'est ça, ça, ça. On est vraiment qu'au début. Faut encore qu'on fasse des tests, tout ça. On ne peut pas leur dire, investissez, c'est sûr, ça va marcher. Même si les business angels, c'est ce qu'on appelle les capitaux risqueurs, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à prendre des risques en sachant qu'il y a très peu de chances, enfin, souvent, il y a une chance sur 5 que le projet aboutisse, souvent dans ce genre de projet de start-up. Oui, c'est vrai, mais en ce moment, on est encore trop au début du projet pour y aller. On a commencé à faire une étude de marché et on regarde vraiment si notre produit peut correspondre aux besoins actuels. Il y a des découvertes de base faites dans des labos par Ronald Sevno et ses collègues. Il y a le produit. Est-ce qu'il y a des allers-retours fréquents, là, depuis que vous avez commencé à travailler ensemble, pour vous dire il faut peut-être travailler là-dessus, ou vous, Ronald Sevno, vous leur dites il y a peut-être une piste un peu plus intéressante. Comment ça se passe, les allers-retours? On communique vraiment sur la technologie. Nous, on veut pouvoir recharger notre téléphone pendant un temps assez faible. Donc à chaque fois, on demande au niveau des puissances, est-ce que c'est possible, est-ce que ça sera possible dans les années à venir. Et c'est vrai que M. Sevno, après, nous conseille aussi sur d'autres aspects, sur le temps que ça va prendre, sur comment les mettre en série, comme il a expliqué. C'est vrai qu'on échange beaucoup sur le projet. En fait, on avait vraiment des parties un peu séparées, puisque nous, dans le laboratoire de recherche, on travaille vraiment uniquement sur le microgénérateur. Comment développer la puissance à partir de mouvements à très faible fréquence. Il faut savoir que les piézoélectriques, en général, les applications, c'est plutôt de l'ordre de 500 Hz, du kHz. On travaille en vibration parce qu'on n'avait pas vraiment de piézoélectrique souple très performant. Et maintenant qu'on arrive à travailler à très basse fréquence, on peut avoir des applications comme les mouvements du corps, où là où on marche à une fréquence de 1 fois par seconde, donc à 1 Hz. Et nous, on travaille vraiment sur le développement de la puissance. Et les étudiants du projet Lightmove, eux, ils ont surtout travaillé sur le business plan, essayer de trouver des partenaires
partenaires, des financements. Alors, chose que je ne fais absolument pas, puisque ce n'est pas du tout mon cœur de métier. Et on suivra de très près donc, les suites de ce projet, parce que c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Réna Sévenot et Pierre-Yves Chassaing d'avoir participé à notre émission. À très bientôt sur Télé Nantes pour un nouveau numéro d'À savoir.